Est-ce une coïncidence ou une demande des Rothschild pour recevoir l'héritage? Pour qu'il ne soit pas retracé jusqu'à la lignée des Rothschild? Gardez à l'esprit qu'officiellement, les Rothschild étaient juifs. Ce sont les Khazars babyloniens qui se sont convertis à la foi juive sous la pression du roi russe. Appelez-les de faux juifs si vous voulez, mais pour le monde extérieur, le père d'Adolf Hitler était à moitié juif. Si jamais cela était amené à se savoir, cela aurait été un sacré scandale. Et donc toutes les traces du Führer Adolf Hitler menant au Rothschild devaient être effacées. En 1921, le journal de Munich intercepta un pamphlet qui circulait parmi les premiers membres du parti nazi d'Hitler, le parti NSDAP. Le titre du pamphlet était « Adolf Hitler traître ». Il traitait du prétendu sang juif dans les veines d'Hitler. Il accusait Hitler de couvrir les finances juives et d'agir comme un juif lui-même. Le journal de Munich décida de publier le pamphlet. Le jour même où Hitler est devenu chancelier, le Munich Post fut mis à sac et ses rédacteurs et écrivains envoyés dans des camps de concentration où on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Le chancelier autrichien Dollfuss enquêta sur les origines familiales de Hitler à 2 reprises. La première enquête, publiée en 1932, a déterminé que le père de Hitler était illégitime, né d'une femme non mariée de 42 ans et d'un père inconnu. La seconde enquête a déterminé que la mère de Hitler, la grand-mère d'Adolphe, était employée comme domestique dans la résidence du baron Rothschild de Vienne. Peu après, Hitler ordonna l'assassinat de Dollfuss en 1934. Adolf Hitler a dit un jour à son neveu, William Patrick Hitler, « Ces gens ne doivent pas savoir qui je suis. Vous ne devez pas savoir d'où je viens et de quelle famille je suis originaire. » Dans un effort pour effacer toute preuve qui pourrait mener Hitler au Rothschild, non seulement des gens ont été assassinés, mais le village entier de Dollersheim, d'où venait la grand-mère de Hitler, a été complètement détruit sur ordre de Hitler. Adolf Hitler, le Führer, n'est pas sorti de nulle part. Nous pensons qu'il était un Rothschild, peut-être illégitime, mais quand même un Rothschild. Nous avons vu dans la série précédente, dans la 5e partie, comment l'enfant illégitime James Alefantis Rothschild a été poussé par la famille à jouer un rôle très important dans l'élite américaine via le Pizzagate. Adolf Hitler a été propulsé de la même façon pour influencer l'issue d'une nouvelle guerre de la Kabbale. Hitler était un grand admirateur du fondateur des Jésuites, Ignace de Loyola. Il disait « J'ai beaucoup appris de l'ordre des Jésuites. Jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu de plus grandiose sur terre que l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. J'ai transféré une grande partie de cette organisation dans mon propre parti. » Hitler a appelé Heinrich Himmler l'inventeur et l'organisateur de l'Holocauste, le Führer de l'empire des SS, et l'a comparé à Ignace de Loyola. L'organisation SS a été constituée par Himmler selon les principes de l'ordre jésuite. Leurs règlements et les exercices spirituels prescrits par Ignace de Loyola ont été le modèle que Himmler a essayé de copier exactement. Le titre de Himmler, en tant que chef suprême de la SS, devait être l'équivalent du général jésuite, et toute la structure et la direction étaient une imitation proche de l'ordre hiérarchique de l'Église catholique. L'obéissance absolue était la règle suprême. Chaque ordre devait être exécuté sans commentaire. Hitler se présentait comme la solution à tous les problèmes. Il offrait des emplois dans l'industrie de la guerre et de l'armement. Il se débarrassait de tous ceux qu'il blâmait pour les problèmes de l'Allemagne, les juifs, les tziganes, les communistes, les handicapés, les homosexuels, et il confisquait tout leur argent.
Hitler était soutenu par une machine de propagande très efficace, dirigée par le SS Joseph Goebbels, qui a fait croire au peuple allemand que Hitler était une sorte de messie et que les Juifs étaient la cause de tous les maux. Nous savons tous ce qui s'est passé. 85 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la cabale n'en avait pas encore terminé. Comme vous le savez peut-être, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de Juifs ont émigré vers la terre promise d'Israël. Mais saviez-vous que cette migration avait déjà été planifiée par la cabale en 1917 ? 22 ans avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, la Palestine a été donnée littéralement par Arthur James Balfour, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, au nom du gouvernement britannique. Comme si ce n'était qu'une pièce d'échec, un pays avec des habitants a été donné pour deviner qui ? Lord Lionel Walter Rothschild. Mais attendez un peu, 1917 ? La Première Guerre mondiale n'était même pas encore terminée. Alors comment diable pouvait-il parler d'un foyer pour les Juifs ? Le génocide juif n'avait même pas encore commencé. Nous parlons de la déclaration de Balfour, signée par Balfour lui-même, le 2 novembre 1917. Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous transmettre, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration de sympathie suivante avec les aspirations juives sionistes, qui a été soumise et approuvée par le cabinet. Le gouvernement de Sa Majesté est enclin à favoriser l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, tous les droits et prémices politiques dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Arthur James Balfour. Ni les Juifs, ni les Palestiniens n'étaient au courant. C'était encore un autre coup brillant de la cabale qui n'était rien d'autre qu'une de leurs pièces d'échec. Ce qui a été présenté comme une action bénigne en faveur des Juifs était encore une fois une stratégie de division et de conquête. Elle ne pouvait que se terminer par une autre guerre, cette fois entre les Juifs et les Palestiniens. Laissez-moi vous emmener en balade en Géorgie, aux États-Unis. Sur une colline du comté d'Albert se trouve un monument en granit appelé The Georgia Guidestones. Construit en 1980, le monument est voilé de mystère. Il a été commandé par un homme qui a utilisé le pseudonyme R.C. Christian. Il a payé un beau prix, mais a tenu à rester anonyme. Le monument se compose de 4 pierres massives dressées, une dalle au sommet portée par une pierre de pilier, plus une pierre explicative. 2 choses sont captivantes. Tout d'abord, le monument est une horloge astronomique et un calendrier centré sur le soleil, la lune, les équinoxes et les solstices. Un trou a été percé dans l'une des pierres, à travers lequel on peut voir l'étoile du Nord. Deuxièmement, les pierres contiennent du texte, des informations sur la future Terre et l'ère de la raison. Il est écrit en 8 langues modernes. Le message plus court est inscrit tout autour de la pierre supérieure dans 4 langues anciennes, le babylonien, le grec classique, le sanskrit et l'égyptien ancien. Voici le message. Maintenez l'humanité à moins de 500 millions en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez judicieusement la reproduction en améliorant la forme et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante.
diriger la passion, la foi, la tradition et toutes les choses avec une raison tempérée. Protéger les personnes et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. Laisser toutes les nations gouverner en interne, en résolvant les conflits externes dans un tribunal mondial. Éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. Trouver un équilibre entre les droits personnels et les devoirs sociaux. Récompenser la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez de la place à la nature. Laissez de la place à la nature. En bref, le contrôle de la population, l'anéantissement d'une grande partie de la population, la reproduction spécifique par l'eugénisme, une langue, une cour mondiale, les devoirs sociaux au-dessus des droits personnels, la vérité des prix, la vérité de qui, et la nature au-dessus de la race humaine, le cancer de la terre. Sans oublier ce qu'ils appellent l'âge de raison, et non l'âge de l'amour, ou l'âge de la compassion, ou l'âge de l'abondance pour tous. Il est évident que ce monument ne peut être accusé d'être un canular. Après tout, il est simplement là. Alors qu'est-ce que nous regardons? Qui était le mystérieux Monsieur Christian qui était prêt à payer autant d'argent pour quelque chose de si complexe et controversé? Il nous semble que ce monument en Géorgie démontre parfaitement l'objectif de la Kabbale, les protocoles de Sion et la façon dont ils ont essayé de cacher leurs véritables intentions, au moyen du terme très crédule de durabilité. Alors que voyons-nous dans notre monde d'aujourd'hui, qui est le reflet de ces lignes directrices, de ces objectifs? Intéressons-nous aux Nations Unies, perçues par la majorité de la population comme une merveilleuse institution. L'ONU a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Juste après la Seconde Guerre mondiale, officiellement, l'ONU a été créée pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde et pour développer les relations et la coopération entre les nations. Les casques bleus sont associés pour beaucoup à la protection des peuples. On les appelle les gardiens de la paix. C'est une face de la médaille. L'autre face montre une image tout à fait différente, une image dans laquelle l'objectif des Nations Unies est un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial unique, tel que préconisé par les anciens de Sion. Est-ce un fait avéré? Oui. En 2008, les Nations Unies ont mis en place leur propre projet de nouvel ordre mondial, dirigé par le petit-fils de Nelson Mandela et l'ex-agent de la CIA, James Elaine. Selon des personnes très influentes, comme les présidents Bush Senior, Bush Junior et Gorbatchev, le nouvel ordre mondial doit être fondé sur le principe de la sécurité collective. Et c'est précisément là que l'ONU intervient. Les casques bleus de l'ONU peuvent légalement intervenir chaque fois que l'ONU estime qu'un pays est en danger pour la sécurité collective. Ils peuvent légalement envoyer une armée et attaquer ce pays, comme ils l'ont fait lors de la guerre de Corée en 1950, et de nouveau dans le Golfe Persique en 1990. Ils peuvent légalement envoyer des missions militaires dans un pays, comme en Sierra Leone de 1999 à 2006. L'armée des Nations Unies compte 70 000 soldats de différents pays. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, disons que si l'intention était bonne, le résultat était souvent mauvais, terrible dans la majorité des cas, et même choquant et horrible. Nous comprenons maintenant que beaucoup de gens auront beaucoup de mal à se rendre compte que des organisations telles que l'ONU et son OMS ne sont pas les entités bénignes qu'elles prétendent être. Nous comprenons le niveau de dissonance cognitive du déni que nous pouvons déclencher.
Mais il est impératif de réaliser que l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé sont toutes deux des machines de la cabale. Ils se cachent derrière une façade de beauté, mais ne vous y trompez pas. Derrière leur masque, ces entités sont des monstres. Donc, pour en finir avec le mythe des soldats de la paix, voici quelques faits que tout le monde doit connaître. L'ONU est impliquée dans l'exploitation et les abus sexuels depuis des décennies. D'innombrables cas d'abus sexuels, de viols, de trafic de femmes et d'enfants ont été signalés. Lorsque les soldats de la paix des Nations Unies étaient stationnés au Cambodge en 1993, le nombre de prostituées est passé de 6 000 à plus de 25 000 pour cette seule année. Le recours généralisé aux prostituées s'est traduit par des abus sexuels violents sur les jeunes filles. La réponse de l'ONU a été triple. Le chef de mission a déclaré que ce n'était pas assez important pour y donner suite, que les hommes resteront toujours des hommes, et le commandement de la mission a conseillé aux casques bleus de ne pas porter d'uniforme lorsqu'ils rendaient visite à des prostituées ou de garer les véhicules de l'ONU directement à l'extérieur. 800 000 préservatifs supplémentaires ont été expédiés au Cambodge pour prévenir la propagation du VIH. Ah, eh bien, 1993, c'était il y a longtemps. Ok. 2 ans plus tard, en 1995, en Bosnie-Herzégovine, des preuves sont apparues montrant que des femmes et des jeunes filles avaient été victimes de la traite d'êtres humains et réduites en esclaves sexuels pour le personnel de l'ONU, et plus tard, que les intervenants étaient complices de trafic sexuel. Cependant, il aura fallu 6 ans avant que l'ONU ne fasse une déclaration, et uniquement en raison de l'attention croissante du public. Eh bien, laissez-moi me taire pendant un moment pour que vous puissiez pleinement saisir à quel point Gates est en effet omniprésent.